Madame, Monsieur, bonsoir dans l'actualité ce soir. Un joueur exceptionnel, un père de famille, un jeune marié de 28 ans, Diogo Jota quitte définitivement la pelouse. Il est décédé dans un accident de voiture aux petites heures ce matin en Espagne. Le club de Liverpool se dit dévasté. L'annonce de cette disparition bouleverse. Nous en parlerons avec Benito Paris en début de journal. 2 hotlines pour lutter contre la drogue bientôt ouvertes, annonce la NADEC. Le conseil exécutif de l'agence a tenu sa première réunion ce jeudi. Toute prolongation pour l'application des tarifs imposés par le président américain est à écarter. Maurice se dit optimiste quant à l'issue des négociations avec les Américains. Une nouvelle cartographie pour mieux identifier le potentiel des terres agricoles dévoilée ce jeudi par le MSIRI. Et puis nous parlerons des oiseaux à lunettes en danger d'extinction. Un programme de reproduction en captivité démarre bientôt. Bienvenue dans cette édition d'information. Le club de Liverpool a perdu ce matin son numéro 20. 3 enfants en bas âge, leur père et une jeune mariée, son époux. Diogo Jota est décédé dans un accident de voiture en Espagne. L'attaquant international portugais avait à ses côtés son frère, André, également décédé. Brillant joueur de football, il s'est révélé à Liverpool où il a conquis 4 titres et disputé une finale de Ligue des Champions. Benito Paris, bonsoir. Bonsoir à vous Valérie. Merci de nous rejoindre pour nous parler de cette actualité triste et bouleversante. Liverpool et le football perd un joueur talentueux, inclassable, mais aussi une très belle personne. Triste jeu effectivement pour les amoureux du foot, Valérie, et pour la famille Jota, l'équipe a fait un mal, comment le dire dans le langage mauricien. Le monde pleure la disparition tragique, vous l'avez dit, de Diogo Jota, le joueur portugais de 28 ans, le joueur de Liverpool, un joueur exceptionnel. L'archétype même du footballeur moderne, de l'attaquant moderne, intelligent dans ses déplacements, vertical dans ses appels. Il sentait le jeu, comme on le dit dans le jargon. Il était généreux dans l'effort, il aimait décrocher. Il aimait surtout presser la défense adverse, ce qui faisait le bonheur de ses entraîneurs, notamment Jürgen Klopp et Arne Slot. Confidence personnelle, Valérie, vous l'avez dit, inclassable à la console de jeu. Personnellement, quand je commence à jouer, je le sélectionne en premier. Pourquoi? Parce que, comme on le dit dans le jargon mauricien, il y en a l'ipépotu. C'est un attaquant qui savait marquer des buts, contrairement à d'autres. Il pouvait jouer numéro 9, 9,5, milieu offensif. Il a été souvent buteur décisif également pour l'équipe de Liverpool, notamment cette saison contre Crystal Palace en octobre dernier, ou encore en avril contre le rival Everton. Bref, toutes les qualités requises dans le foot moderne, Valérie, et tous les amateurs vous le diront, quand il n'était pas blessé, c'était un joueur plaisant à apprécier. Et vous l'avez dit également au début, avant de passer à Liverpool, avant de faire le bonheur surtout de Liverpool en 2022, il était passé par le Pacos de Ferreira, l'Atlético de Madrid, le FC Porto, les Wolverhampton Wanderers et bien évidemment les Reds avec le club. Il a remporté notamment la Premier League quelques semaines de cela. Alors, il y a quelques semaines à peine, il a épousé son amour de jeunesse. Il disait que c'était le plus beau jour de sa vie. C'est, je pense, cette image de lui souriant, heureux, qui bouleverse encore davantage ses fans, mais pas que, Benito. Effectivement, Valérie, il laissera des traces indélébiles dans les mémoires comme jeu, mais aussi comme personne. On dit de lui que c'était une bonne personne, généreuse, toujours à l'écoute, prête à aider. Sachez que la communauté également des gamers est en deuil parce que Diogo Jota était également un spécialiste des jeux vidéo, très populaire sur les réseaux. Il avait des millions de followers et ce qui bouleverse également Valérie concernant Diogo Jota, c'est qu'il venait de se marier avec son amour de jeunesse. Il laisse derrière lui 3 enfants en bas âge, nés en 2021, 2022 et 2024. Et comme quoi, Valérie, le destin est imprévisible. Selon CNN Portugal, Diogo Jota et son frère André se rendaient à Santander hier soir pour y prendre un ferry en direction de l'Angleterre, justement. Pourquoi? Parce que
il avait été déconseillé de prendre l'avion suite à une opération. Quelle tragédie. Quelle tragédie. Et vous l'avez dit, dévasté, choqué, bousillé, inconsolable, grande perte également. Malheureusement, ce sont les mots utilisés ces dernières heures concernant Diogo Jota pour les dirigeants de Liverpool. C'est une perte énorme. Ils sont dévastés, mais appellent au respect de l'intimité du joueur et de sa famille. Grande émotion et tristesse aussi du côté de la Fédération portugaise de football. Jürgen Klopp, le technicien allemand qu'il avait fait venir Jota à Liverpool en 2020, se dit bousillé par la nouvelle. Hommage aussi des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Jamie Carragher. De son côté, l'UEFA a annoncé qu'une minute de silence sera observée dès ce soir lors des rencontres de l'Euro féminin. Et bien évidemment, cette nouvelle bouleverse également les Mauriciens et pas que les fans de Liverpool. Ils saluent la mémoire d'un joueur talentueux, solidaire. Écoutez ces propos recueillis par Ajmal Moïtob. En tant que fan de Liverpool, Marie Sagan, et c'est un des meilleurs éléments que Liverpool tient. Et nous vous manquons énormément. Le meilleur souvenir, c'est remontada et dernièrement la Ligue. En fait, c'est mon joueur préféré. Donc, tout le monde qui fait me suivre. Et il fait que moi, il est là. Fait que moi, il était au monde qu'on a. Gros pleurer parce que. Des aspirations pour moi, pas forcément pour le football, mais pour le petit sauce. Moi, quand nous comptons des affaires, il vous a foncé. C'est un joueur bien impliqué dans cette équipe. En plus, Liverpool fait gagner la Ligue avec lui. Et bien triste qu'un joueur quitte nous, qui de base, n'est pas choisi une grande équipe comme Liverpool, mais j'ai réussi à dévoiler au monde. Lucian Phil, l'année dernière, c'était en octobre. Il a gagné ce match. Il a gagné ce match, mais il a gagné 3-0 contre Bournemouth. Un bon joueur. Il peut utiliser partout, il est stable. Il va faire gagner le champion. C'est un grand perte. C'est un peu triste parce qu'on a perdu une figure emblématique du foot. Parce qu'il n'était pas n'importe qui, c'était un grand milieu de terrain et tout. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est prier pour le repos de son âme. Moi, je suis barcelonais. Je suis de tout cœur avec Liverpool. Et cette triste actualité est à suivre tout à l'heure dans la page des sports après la météo. Également dans l'actualité, un avertissement de très forte houle du sud-ouest valable jusqu'au vendredi 4 juillet 16h a été émis par les services météorologiques de Maurice. La haute mer reste très agitée avec des vagues d'environ 4 mètres sur les plages de Pomponette, Saint-Félix, Belle-Ombre et Le Morne. Très peu de personnes se sont aventurées aujourd'hui. Pêcheurs et plaisanciers ont gardé leurs bateaux à l'abri. Pour rappel, le public et les pêcheurs sont vivement conseillés d'éviter la mer et les plages, surtout à marée haute. Aux États-Unis, le compte à rebours tarifaire est lancé. Donald Trump écarte toute prolongation du sursis au-delà de la date butoir du 9 juillet 2025 pour l'application des nouveaux tarifs. Le président américain a aussi commencé à annoncer les accords comme celui conclu hier avec le Vietnam. Entre-temps, à Maurice, l'attente est grande, tant du côté du gouvernement que des opérateurs économiques qui espèrent un deal dans les prochains jours. L'optimisme est permis. Abdel Bolaki. L'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers américains est prévue dans moins de 5 jours, soit le 9 juillet prochain, et le président Donald Trump ne compte pas reporter cette échéance. No, I'm not thinking about the pause. I'll be writing letters to a lot of countries, and I think you're just starting to understand the process. Désormais, tous les regards sont tournés vers Washington pour l'annonce de chaque accord commercial bilatéral. Après le Royaume-Uni, c'est au tour du Vietnam d'avoir conclu un deal avec la Maison-Blanche hier. Un accord qui exonère les produits américains de droits de douane sur le sol vietnamien, tandis que les exportations vietnamiennes seront, elles, soumises à une surtaxe d'au moins 20% aux États-Unis.
Selon plusieurs analystes, la stratégie américaine vise à réduire son déficit commercial. Et pour que Maurice réussisse dans sa démarche, il faudra augmenter nos importations en provenance des États-Unis. Des possibilités existent, affirme un ancien directeur du commerce international au ministère des Affaires étrangères. Il y a une grande possibilité qui nous importe coton des États-Unis, une proposition très concrète pour dire que voilà, nous pouvons importer coton de l'Amérique en franchise de droits de douane, pas pour charge aucun droit de douane, en contrepartie donc pour permettre nous pour vendre nos produits, donc pour vendre un vêtement qui est fabriqué aux États-Unis. Donc c'est une proposition gagnant-gagnant. Donc avec la volonté de l'île Maurice qui est fini affichée pour nous capables de combler ces déficits, vous pensez pour bien évidemment l'Amérique pour bien welcome ça. En fonction de ça, nous relativement optimistes. Contacté par la MBC ce jeudi, le ministère des Affaires étrangères à Port-Louis indique qu'un accord pour Maurice pourrait être annoncé dans les prochains jours. La partie mauricienne se dit optimiste, même son de cloche du côté de la MEXA, la Mauritius Exports Association, qui affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement sur la proposition mauricienne. L'objectif, garantir la pérennité de nos exportations vers les États-Unis dans les meilleures conditions. Nous restons aux États-Unis où l'ambitieux projet de réforme fiscale et de réduction des dépenses du président Donald Trump, baptisé One Big Beautiful Bill, a été adopté de justesse par le Sénat, ouvrant la voie à une épreuve de force à la Chambre des représentants. Le vice-président J.D. Vance avait fait pencher la balance en faveur de l'adoption du projet de loi, mais tout n'est pas gagné. Cynthia Moutou. Malgré la promesse de Donald Trump de ne pas toucher à Medicaid, le programme de couverture santé destiné aux foyers les plus modestes, ce programme pourrait subir des coupes de près de 500 milliards de dollars. Et pour y rester éligible, les bénéficiaires sans enfants devront désormais justifier de 80 heures de travail par mois. D'après les projections du Congressional Budget Office, une agence parlementaire non partisane, 8,6 millions d'Américains pourraient ainsi perdre leur assurance santé d'ici 2034. Le programme d'aide alimentaire SNAP serait également amputé, privant 3 millions de bénéficiaires mensuels de leurs bons d'alimentation. Le texte prévoit aussi 350 milliards de dollars de nouvelles dépenses, dont 150 milliards pour le Pentagone, notamment pour le dôme d'or, le nouveau bouclier antimissile de Trump. Le reste sera dédié à la lutte contre l'immigration avec le recrutement de dizaines de milliers de gardes-frontières et la reprise de la construction du mur à la frontière mexicaine. Retour à Maurice, le tout nouveau conseil d'administration de la SBM Holdings s'est réuni en début de semaine pour l'Assemblée générale annuelle. Une première réunion marquée par de nouvelles ambitions stratégiques pour repositionner la banque. Yacine Delmamod. L'Assemblée générale annuelle de la SBM Holdings s'est tenue lundi dernier. Cette première réunion entre les administrateurs et les actionnaires a été marquée par un changement de cap au niveau de la direction. Le paysage financier a constamment changé. Il y a beaucoup de compagnies qui nous appellent FinTech, qui peuvent venir sur les marchés, qui changent un peu les habitudes. Donc même la banque, la banque, peut bien préparer dans ça. À l'Assemblée, il y a par exemple qui il y a un petit planteur, un petit épargnant qui sont délaissés. Et nous pouvons revoir tout ça pour qu'en fin de compte, nous ayons une banque qui est assez solide, qui a servi la nation et qui retrouve sa place dans le paysage mauricien. Nous ne compétons pas avec les autres la banque. Bien sûr, pour compétir pas avec les autres, nous avons les ressources, les contrôles, les comités de surveillance de plusieurs facteurs liés au risque. Au-delà des aspects financiers, les discussions ont également porté sur les stratégies visant à repositionner la SBM au premier plan. La capitalisation du groupe SBM, c'était 31 milliards. Aujourd'hui, il est presque 17 milliards. Donc, qui montrait que par rapport à ce qui est passé dans le secteur, nous finissons regresser, qui n'est pas trop normal. Nous pouvons travailler une stratégie que nous sommes capables de ramener la SBM vers la position qui l'y méritait. Nous pouvons mettre sur pied beaucoup de contrôles, le côté risk management, parce que comme vous connaissez, le secteur bancaire et financier, c'est un secteur à risque. Il n'y a aucune la banque au monde, par exemple, qui paie actifs qui non performants. Toute la banque est là, mais seulement quand nous, il finit de passer un seuil
et ne trouvent ça anormal. Par ailleurs, un ambitieux plan de digitalisation est en préparation sous cette nouvelle direction. L'objectif est d'améliorer la qualité du service tout en inscrivant la banque, fondée en 1973, dans l'ère numérique. Dans le secteur de la canne, une nouvelle carte qui évalue et classe les terres agricoles selon leur potentiel et rendement a été dévoilée cet après-midi. La Land Suitability Map du Mauritius Sugarcane Industry Research Institute vient remplacer l'ancienne qui date de plus de 50 ans. La nouvelle cartographie permettra une meilleure planification des cultures agricoles pour une meilleure productivité. Dassa Palasormi. Cette carte de l'île Maurice classe les terres agricoles selon leur rendement et leur potentiel. En jaune, les zones déjà construites ou habitées. En marron foncé, les terres à très haut rendement. En marron clair, celles à rendement moyen. Et en rouge, les zones à faible potentiel. C'est un code qui nous produit en basant sur le type de sol, la quantité de l'appli qui gagnait de ce type de sol-là, avec quelle quantité de mécanisation qui finit faire là-dedans. Comme les roses qui finit tirer, nous finissons prendre des images satellites avec ces trois codes-là pour nous classifier en île Maurice dans 4 catégorisations. Ce qui est bien plus foncé là, c'est high potential, ça veut dire qu'on est capable de planter de nous bon rendement, c'est une bonne terre. Le moderate est toujours une bonne terre, mais peut-être besoin d'irrigation là-dedans. Le potential, besoin de travail pour être capable de nous un bon rendement. Et le terrain marginal, nous pouvons mettre les autres crops qui sont associés, qui sont capables d'adapter à sa marginal length. Cet outil stratégique permettra de mieux orienter les cultures, optimiser la productivité et mieux planifier l'avenir agricole du pays. La précédente carte, aujourd'hui obsolète, datée de 1973. C'est extrêmement urgent pour nous pour refaire un nouveau code. Quand nous connaissons notre potentiel, nous pouvons faire un planning pour décider quand nous pouvons replanter canne, quand plante canne pas trop intéressant, mais aussi quand nous pouvons faire food security, légumes, et aussi des autres secteurs économiques, par exemple, ça qui nous appelle un terrain avec un potentiel plus faible, capable d'être exploité pour des panneaux solaires, pour projets énergétiques. Le ministre Arvin Boulel affirme qu'il est essentiel d'accroître la culture de la canne et de miser sur la production locale pour renforcer la sécurité alimentaire. Dans un contexte de precision agriculture. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, because 28 000 hectares disponibles. Le PDA nous augmente la production de sucre. Le Land Conversion Committee, pour un regard bien strict, la conversion des terres, parce qu'il nous protège, nous empêche l'encroachement, le prime agricultural land. Cette carte, appelée Land Suitability Map, sera accessible sur le site web du ministère de l'Agro-Industrie. Elle devrait être mise en ligne d'ici un mois. Dans l'enquête judiciaire sur les décès de patients dialysés au nouvel hôpital de Souillac en mars-avril 2021, un officiel du ministère de la Santé sera appelé à la barre le 15 juillet prochain. Il devra notamment expliquer le protocole de prise en charge durant cette dite période et au cours de laquelle 12 patients sont décédés. On fait le point avec Avinta Pessar. L'enquête judiciaire pour faire la lumière sur le décès de 12 patients dialysés durant la Covid-19 en 2021 s'apprête à passer à l'étape supérieure. Le 15 juillet prochain, au tribunal de Cure-Pipe, le Regional Health Director de la région sud qui était en poste de mars à avril 2021 sera appelé à la barre. Il devra expliquer le protocole qui avait été mis en place au New Souillac Hospital et au centre de quarantaine de l'hôtel Tamassa pour la prise en charge des patients dialysés. Prévu pour aujourd'hui, l'un des derniers témoignages des proches des patients dialysés, celui de Noureza Romjon, a été renvoyé au 15 juillet prochain en matinée, juste avant l'audition du Regional Health Director de la région sud. Pour rappel, cette enquête judiciaire a été commanditée par le bureau du DPP après la publication le 20 décembre 2024 du rapport du Fact-Finding Committee et du Medical Negligence Standing Committee sur la mort de 12 patients dialysés en 2021. Une série de questions qui permettra de détecter si vous êtes diabétique ou pas. Cette application mobile développée par l'ONG Diabetes Safeguard vient de remporter le 2e prix au concours du MRIC National Innovator Hall of Fame 2025 dans la catégorie ONG. Elle a pour but d'assurer un accompagnement
rapide. Krishan Sitia. Diaz, c'est ainsi que se nomme l'application développée par l'ONG Diabetes Safeguard pour améliorer la détection du diabète à travers une série de questions. Un procédé qui se veut simple et confidentiel. Quand la personne peut download et il pour bizarre un OTP, il prend un message sur portable pour compléter son enregistrement. Et quand il finit son enregistrement, il net pour bizarre tape sur Foot Assessment, il commence au Foot Assessment. Il prend à peu près une trentaine de questions. Ma question est en créole pour y accessible à plus beaucoup de personnes. Et il prend sur le temps. En fait, ce qui nous super envie, c'est que la personne est vraiment lui-même. Et quand il finit de faire ce assessment, il submit et sur ma réponse au questionnaire, en fait, il vous gagne un score. Le score là, il vous donne un pourcentage. Si le pourcentage est pour faible, prenez un pop-up qui vous paraît. Le pop-up là, vous allez prendre un rendez-vous avec nous. Fondée en 2014, l'ONG est dédiée à combattre le diabète, qui est l'une des principales causes de décès à Maurice. Cette application vient ainsi faciliter une prise en charge rapide des patients diabétiques ou prédiabétiques selon les réponses reçues. Nous pouvons avoir les autres tests plus approfondis que nous pouvons faire. Par exemple, nous connaissons neuropathie, qui veut dire nerf dans l'IP affecté, avec circulation dans l'IP batté avec un diabétique de long terme et qui est mal contrôlé. Donc, nous pouvons faire 2 tests à la base. Nous pouvons checker sensibilité des autres lipides avec un appareil qui nous appelle PodiaSense. Et ça, nous pouvons montrer nous code des autres nerfs et comment ça gagne batté. Nous pouvons gagner un rapport. Deuxièmement, nous pouvons prendre ABPI, nous pouvons tester tension dans les bras et dans les pieds. Nous pouvons guetter à quel point notre circulation dans les pieds est affectée. L'application mobile a valu la 2e place au MRIC National Innovator Hall of Fame 2025 dans la catégorie ONG et sera disponible d'ici fin juillet sur les plateformes de téléchargement d'applications. Les services d'un consultant retenu pour définir les modalités d'une Smart Card pour réguler entre autres la vente des bonbonnes de gaz ménagers. À cela s'ajoute l'introduction d'une loi pour limiter l'achat de ces bonbonnes par les particuliers. Michael Sikuen explique ces décisions par l'épuisement beaucoup trop rapide des stocks. Voyez ce reportage tourné dans les stations de service pour mieux comprendre la tendance autour de cette vente avec Ria Ramojon. Dans cette station d'essence à Moka, pas moins d'une centaine de bonbonnes de gaz aménagées sont livrées 3 fois par semaine. Aussitôt livrés, les premiers clients ne tardent pas. Combien de gaz vous servez pour moi? Moi, je servis des gaz pour moi, c'est pour manger. Et aussi pour gagner? Bien sûr, parce que moi, je vais mettre de l'eau bouillante ici. Selon Nanda Arian, responsable des ventes de bonbonnes de gaz aménagées, ce stock s'écoulera très vite. Qu'est-ce qui explique cette tendance haussière? Nous lui avons posé la question. Nous recevons le gaz 3 fois par semaine. Ces derniers temps-là, la vente est augmentée par contre parce qu'il parfois, et un client il n'a pas payé un gaz, mais un client qui peut sortir, il sortit de Maïbou, il peut sortir dans l'Est, dans le Nord, il peut venir, il y a des pines roulées, partout, il n'a pas payé un gaz. Alors, c'est parfois les temps de sens ici qui disent qu'il n'y a pas un gaz. On prend la bénou gaz, finit bien vite. Ce livreur de gaz, qui sillonne le centre du pays, évoque lui aussi une augmentation dans la fréquence des livraisons. Les gaz avaient plus beaucoup, surtout dans la région Capip, Saint-Paul, Cadbonne. Ramateur peut donner tantôt peut fini. Si la plupart de la clientèle s'approvisionne pour des besoins domestiques, il y a aussi ceux qui font le plein à des fins industrielles ou pour la décantation, des pratiques tout aussi dangereuses qu'illégales. Pour réguler cette situation, l'introduction d'une Smart Card est ainsi envisagée. Nous avons la loi qui peut venir avec une limite de gaz. Allons dire 3 gaz, 4 gaz, un seul coup, il trop beaucoup même déjà ça. Mais nous parlons ça du monde qui a 10 gaz, 30 gaz, un seul coup là. Right? Parce qu'il peut faire un business sur ça qui est déjà illégal. Ils aussi comprend qu'il y a des gens qui ont manger, et sauf ce délo pour les prendre ce douce. Nous prenons un consultant. Consultant là pour dire à nous, voilà, si pas nous code identité pour capable faire l'affaire, ou bien pour besoin loin smart card. Le but là-dedans, c'est plutôt pour régler le problème de gaz. L'objectif canalisant ces efforts reste le même, s'assurer que les consommateurs ne soient pénalisés en aucun cas.
Le conseil exécutif de la National Agency for Drug Control a tenu sa première réunion ce jeudi, à l'issue de quoi l'agence annonce l'ouverture de 2 hotlines, l'une destinée aux personnes souffrant d'addiction et l'autre pour récolter des informations sur des trafiquants de drogue. Farah Konaï. Des affaires qui m'ont envie de faire ça très vite, à tous les niveaux, c'est mettre des hotlines. Et je des camarades de la police, je comprends ça sur l'importance. Parents, mamans, grand-mères, enfants, épouses, helpless. Une équipe avec nous, psychologues, sociologues, etc., counseling, psychiatre, qui pour répondre à l'appel. Deuxième hotline qui pour insister l'autre là, c'est qui pour du monde qui a envie de faire la dénonciation. Une stratégie, c'est pour baser la science, pour baser la compassion et pour baser la collaboration interagency entre une agence nationale, régionale et internationale. Donc, quand nous avons une structure en place, il y a ce qu'on appelle oversight and governance à 2 étages, 2 niveaux. Donc, un niveau à the highest level, c'est un National Drug Commission qui est chair par le Premier ministre et puis on a aussi le Deputy Prime Minister là-dedans et 16 ministres qui font partie dans sa highest level governance and oversight committee qui nous appelle National Drug Control Commission. Tous ces camarades, tous ces partenaires derrière nous là, tous les ministères concernés et à la tête d'une ASAM et moi aussi beaucoup là-dedans comme chief executive et puis en bas at the level of operation. Donc, nous besoin opérer, nous pas s'asseoir dans le board, nous discuter, nous causer, après, là, nous dire correct. Non, besoin, il y a l'équipe qui opère. Et comment nous pouvons opérer? Nous pouvons créer une division. Nous pouvons créer une divisions. Chaque division peut avoir un travail spécifique. C'est l'un des oiseaux les plus rares au monde et il vit encore ici à Maurice. L'oiseau à lunettes ou olive white eye est aujourd'hui au bord de l'extinction. Depuis les années 70, sa population est passée de plus de 350 couples d'oiseaux à moins d'une centaine. Derrière ce déclin, les prédateurs. Le National Parks and Conservation Service se lance dans un programme de reproduction en captivité. Sarah Ono. La forêt de Combo, au sud-ouest de Maurice, abrite les derniers refuges de l'oiseau à lunettes, classé parmi les plus menacés de la planète. Pollinisateur et régulateur d'insectes, il joue un rôle clé pour maintenir l'équilibre de l'écosystème forestier. C'est un parmi les 9 oiseaux endémiques qui existent à Maurice et c'est l'oiseau le plus rare de Maurice. Il est même considéré qu'il est parmi les oiseaux les plus rares au monde. D'ailleurs, il est classifié comme critically endangered par les IUCN, c'est-à-dire l'International Union for Conservation of Nature. La population de l'oiseau à lunettes est en fort déclin depuis plusieurs décennies. Dans les années 1975, quand on a fait un survey, nous répertorions à peu près 350 paires à Maurice. Mais avec le temps, ça fait diminuer. Et pour l'instant, nous pensons qu'il y a à peu près 100 paires, une centaine de paires qui sont à Maurice. Okay. Face au déclin, le National Parks and Conservation Service a développé un plan pour gérer les sous-populations et renforcer la survie de l'espèce. Ces oiseaux-là, nous trouvons qu'il y a en danger, nous avons besoin de créer une sous-population et les pour sauver ces oiseaux-là. Et là, nous prenons les oiseaux dans la nature, nous amenons au gouvernement à Véris, quand nous faisons captive breeding là-bas, pour nous capables de transférer ça et les écrètes. Mais là, avec la situation, nous pensons que nous devons recommencer à captive breeding là au gouvernement à Véris. Le contrôle des prédateurs est une étape essentielle pour protéger l'oiseau à lunettes. L'exemple des prédateurs qui nous dans nos parcs, c'est principalement les rats, les souris, et les macaques à longue queue, les chats errants et les sangliers. Les malheureux qui beaucoup de gens qui nourrissent ça, d'autres logs ça dans la forêt et ça fait du tôt à nos animaux endémiques. Dévore ban disef ban oiseaux là et aussi détruire ban nid. Le plus grand espoir pour le National Parks and Conservation Service est de lancer un programme de reproduction en captivité pour sauver l'oiseau à lunettes de l'extinction. Une demande de budget pour lancer ce projet est à l'étude.
Ce qui nous amène à la fin de ce journal. Merci à suivre la météo et les sports. Excellente soirée à vous.